Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vois que vous avez tous coupé le micro. Merci beaucoup. Je suis Gilles Péridou, directeur de l'ORAV. Bienvenue à ce réveil de l'ORAV. Voilà, pour rappel, c'est un événement un peu fréquent, avec une certaine fréquence, hein, tous les 2 mois que l'on organise tôt le matin, enfin, pas tôt le matin, mais court le matin. En général, 3/4 d'heure au maximum sur un sujet qui traite d'un sujet d'actualité sur l'aménagement et le développement des territoires, voilà, en lien avec la transition écologique et énergétique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, donc il a trait aux enjeux liés à la méthanisation dans le Vaucluse. Voilà, on l'a organisé avec GRDF, puisqu'on a un partenariat depuis maintenant quelques années avec GRDF, voilà, pour croiser un petit peu nos cultures et nos savoirs sur la question des équipements, un peu des équipements et puis de la question énergétique, voilà, pour mieux l'insérer dans les questions d'urbanisme. Alors, moi, je ferai court simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on a voulu le traiter parce que les urbanistes, on a besoin aussi de s'acculturer sur ces questions-là. La méthanisation, elle est au cœur de plusieurs enjeux environnementaux, liés à la gestion des déchets, à la politique énergétique, aux enjeux agricoles et évidemment aux enjeux d'urbanisme et de foncier. Voilà, parce qu'on est en train de s'interroger, comme la plupart d'entre vous derrière l'écran, sur le bon maillage en fait des équipements de méthanisation. C'est un sujet complexe et technique, et évidemment de politique territoriale, là, qui implique de nombreux acteurs. Et donc, du coup, euh, ce partenariat avec GRDF ou avec d'autres énergéticiens nous permet de mieux prendre en compte ces questions-là dans les documents d'urbanisme, dans nos réflexions liées à l'aménagement du territoire. Donc, c'est forcément un sujet de coopération. Donc, aujourd'hui, Philippe Régignac, directeur territorial de GRDF, nous fera un premier point sur les enjeux de la méthanisation généraux et dans le Vaucluse. On accueillera, je ne le vois pas encore, mais il ne va pas tarder, je pense, Mathieu Pomarel, qui est agriculteur méthaniseur et qui nous fera part de son expérience en tant qu'agriculteur, en tant que méthaniseur. Et on accueillera aussi on accueille le Grand Avignon avec Jérôme Gilly, directeur technique des services techniques et directeur général adjoint du Grand Avignon, qui reviendra sur l'expérience avec Monsieur Feutry du Grand Avignon sur la création du méthaniseur, voilà, qui a été inauguré il y a peu de temps à Courtine. Voilà. Et puis après, on espère qu'après ces 3 présentations qui seront courtes, on aura un moment d'échange et on essaiera de finir à 9h45, voilà, pour retourner tous à nos occupations. Bienvenue à toutes et à tous pour celles et ceux qui se sont connectés, qui viennent juste de se connecter. Monsieur Réchéniac, à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, en tant que directeur territorial de GRDF, je vais vous faire une présentation assez rapide de ce qu'est la méthanisation. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous allez voir ma présentation. Alors, attendez, hop. Est-ce que vous voyez le diaporama? Ouais, moi, je le vois, mais il est pas en mode diaporama, juste. Voilà. Vous le voyez? Oui, voilà, très bien, ça marche. Je pense que ça va être pareil pour tout le monde. Donc, première question, qu'est-ce que c'est que la méthanisation? Donc, il faut savoir que c'est un processus naturel. Ouais, c'était le slide suivant, s'il vous plaît. Ouais, la méthanisation, donc c'est un processus naturel, anaérobie, de dégradation de la matière organique par des bactéries. Donc, dans un méthaniseur, on reproduit ce qui se passe dans l'estomac d'une vache. Hein. Donc, en entrée, vous avez ce qu'on appelle les intrants, c'est de la matière organique. Et en sortie, vous avez 2 choses. Vous avez, première chose, un gaz,
donc un biogaz qui deviendra le biométhane pour l'injecter dans les réseaux. Et vous avez une matière plus solide qui est le digestat, qui lui est considéré comme un fertilisant naturel qu'on peut répandre sur les champs, enfin que les agriculteurs répandent sur les champs. Donc, il faut bien avoir en tête qu'effectivement, il y a deux sorties du méthaniseur et chacun, le gaz comme le biogaz comme le digestat, ont leur intérêt ensuite. Alors, la question qui vient après, c'est la slide suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut méthaniser? Donc, ce qu'on méthanise, ce sont des matières d'origine agricole, donc tout ce qui est les déjections d'élevage et les résidus de l'activité agricole. Ensuite, vous avez des matières d'origine industrielle. Donc, ça va être des rebuts de production, ça va être des déchets issus de la transformation des industries agroalimentaires. Donc là, on est surtout sur les déchets de l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'est le deuxième point. Les troisièmes points, ça va être les matières gérées par les collectivités et en particulier tout ce qu'on appelle les biodéchets ménagers qui vont être collectés et triés à la source. Et puis, on trouve également tous les rebuts des activités des grandes et moyennes surfaces, la restauration, les petits commerces, donc tous les invendus de ces activités-là. Voilà. Donc ensuite, une photo d'un méthaniseur. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un méthaniseur? On le reconnaît à ces dômes que vous voyez sur la droite, qui, eux, sont ce qu'on appelle les digesteurs. Donc, c'est eux qui vont digérer les matières organiques. C'est eux qui sont, je dirais, l'estomac de la vache. Donc, ce qu'on retrouve tout d'abord dans le process, vous l'avez à gauche, c'est un hall où on va réceptionner les matières qui vont être digérées. Ensuite, ces matières-là vont être envoyées dans le digesteur et le post-digesteur. D'un côté va sortir le digestat qui va être stocké sur le site, et le gaz, lui, va être injecté grâce au point d'injection que vous avez à gauche sur la photo. Donc, le point d'injection qui est géré par GRDF, parce que le biométhane va être injecté directement dans le réseau de GRDF grâce au point d'injection. Donc, sur ce point d'injection, que fait GRDF? Tout d'abord, il compte le gaz. Il vérifie la qualité du gaz pour qu'elle soit compatible avec le gaz naturel qui est déjà dans les réseaux. Et derrière, il le met à la pression du réseau pour le distribuer exactement comme le gaz naturel. Donc, le biométhane issu des méthaniseurs, c'est exactement la même formule chimique que le gaz naturel, c'est du méthane. Pour les chimistes, c'est du CH4. Voilà, donc ce biométhane peut être complètement injecté dans le réseau de GRDF. Et le biométhane, alors, je précise que le biométhane est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz. GRDF n'est pas acheteur de gaz, donc il met juste à disposition ses réseaux pour faire transiter le gaz. Mais le producteur de gaz, lui, le vend directement à un fournisseur de gaz qui, lui, va le revendre comme gaz renouvelable à ses propres clients. Voilà, donc vous êtes sur un cycle en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est la collecte des déchets. Il faut effectivement organiser cette collecte des déchets pour ensuite les mettre, ces déchets, dans le méthaniseur. Une fois que les déchets sont méthanisés, d'un côté, vous avez, grâce au poste d'injection de GRDF, une injection du gaz dans le réseau. Et le digestat, lui, est valorisé ensuite dans l'agriculture, donc comme on l'a dit, comme engrais naturel. Donc il revient à la terre. Et donc vous avez un cercle parfait qui est parti de la terre et qui revient à la terre. Alors, ce qu'on constate, c'est que vous avez différents types de projets de méthanisation. Alors, vous avez les projets agricoles qui sont la majorité des projets qu'on constate en France. C'est-à-dire que ce sont des agriculteurs
qui s'organisent pour, à partir des résidus de leur activité, méthaniser les résidus de leur activité pour avoir en particulier du digestat qu'ils peuvent remettre sur leur terre, sachant qu'en parallèle, ils vendent bien sûr le biométhane, mais eux, ce qui les intéresse surtout, c'est de pouvoir valoriser les déchets de leur activité et pouvoir les valoriser en termes d'intrants ensuite sur leur terre. Ensuite, vous avez des projets territoriaux qui, là, sont plutôt pilotés par les collectivités territoriales, qui sont plutôt pilotés par les collectivités territoriales et qui vont méthaniser à la fois les déchets collectés par les collectivités, mais aussi des déchets de l'industrie agroalimentaire qui vont être sur le territoire, éventuellement des déchets agricoles des agriculteurs qui sont sur les territoires. Donc là, on met à disposition, je dirais, une installation qui va traiter le maximum de déchets biodégradables qu'on va trouver sur le territoire, quelle que soit, je dirais, leur origine, que ce soit les particuliers, les industriels, voire même les agriculteurs. Le troisième type de projet, c'est sur les stations d'épuration. Donc là, vous avez les boues, c'est-à-dire ce qui reste des stations d'épuration et les graisses, qui peuvent être méthanisées. Donc c'est l'exemple en particulier de la station d'épuration de Courtine d'Avignon, dont on parlera tout à l'heure. Et le dernier point, c'est les centres d'enfouissement. Les centres d'enfouissement où on a enfoui les ordures ménagères, il y a du biogaz il y a du biogaz qui est émis généralement, donc on récupère ce biogaz pour ensuite en faire du biométhane et l'injecter dans le réseau de GRDF. Donc voilà, c'est les 4 types de projets qui sont différents et qu'on peut retrouver en termes de méthanisation. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est qu'un projet de méthanisation, il faut bien le concevoir comme étant un projet d'économie circulaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on part des déchets, c'est-à-dire qu'on retrouve, c'est un moyen de valoriser les déchets, donc de traiter. C'est donc un moyen de traiter les déchets. Donc, ça permet en particulier de créer des emplois locaux, de valoriser donc une ressource locale, de créer de l'énergie localement, développer une énergie renouvelable, bien sûr. Et puis, ça permet également de contribuer à une nouvelle filière économique française. Il faut savoir que lorsque vous investissez dans un méthaniseur, 75% des investissements reviennent à des entreprises françaises, hein, et le reste des entreprises européennes. Donc, on est sur une industrie qui est purement européenne et dont je dirais les Français sont plutôt pas mal placés. Voilà, juste pour vous dire, j'ai un petit message de Monsieur Pomarel là, qui a un problème avec le lien. Bon, je vais essayer de lui renvoyer le lien. Alors, je vais vous faire un petit zoom sur les biodéchets. Donc les biodéchets sont les déchets qui sont collectés par les collectivités territoriales. Donc on retrouve dans les biodéchets 2 types de déchets. Premièrement, les déchets alimentaires, donc qui vont être collectés dans le cadre de la collecte des déchets. Et on retrouve également les déchets de jardin, les déchets verts. Alors il s'agit plutôt des tontes de pelouse là. Il ne faut pas qu'il y ait par contre de bois. Et ça, c'est l'ensemble des biodéchets. Donc, il faut savoir qu'il y a la loi française qui renforce le tri à la source et la valorisation des biodéchets. Bon, avec 3 étapes, donc je vous passe les étapes de 2016 et 2023. La prochaine étape, c'est 2024. Donc, au 1er janvier 2024, il va y avoir généralisation à tous.
y compris au ménage, donc à la collecte et à la valorisation séparée des biodéchets. Donc ça, c'est une étape importante, c'est-à-dire qu'on doit être en capacité en France de collecter et de valoriser l'ensemble des biodéchets qui sont produits en France, que ce soit par les ménages ou par l'industrie. Alors, un petit zoom sur le biométhane, donc, qui est une énergie renouvelable, pour essayer de la comparer aux autres énergies renouvelables. Donc, en termes de rejet de CO2. Donc, ça, c'est la base carbone, de l'ADEME, hein, qui permet de classer les rejets de CO2 de l'ensemble des énergies renouvelables. Donc, c'est une analyse. Il faut bien voir que c'est une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire depuis la création de l'ENR pendant toute sa durée de production, et puis jusqu'à la fin de vie de la production de l'ENR. Et donc, on voit que le biométhane est plutôt bien placé, avec 16,4 grammes de CO2 par kilowattheure produit, sachant que celle qui produit le moins de CO2, c'est l'électricité hydraulique, et celle qui en produit le plus, c'est l'électricité photovoltaïque, liée en particulier au CO2 nécessaire pour fabriquer les panneaux photovoltaïques. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner donc l'intérêt du biométhane. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'injection de biométhane dans le réseau de GRDF est relativement récent, puisque vous le voyez sur ce graphe. La première injection a eu lieu en 2011, hein, donc ça a été la première injection sur le réseau. Et en 2021, donc 10 ans après, on était à 365 unités de méthanisation qui injectaient au niveau national sur le réseau de GRDF. Donc, une industrie relativement récente, mais qui se développe très, très rapidement, puisque je vous ai donné sur la slide suivante l'état actuel des injections. Donc, on est à 455 sites injectant à fin juillet. Donc, j'ai regardé les chiffres hier. Hier, on est à 500 maintenant. Aujourd'hui, 500 sites qui injectent du biométhane sur les réseaux de GRDF. Donc, comme le montre ce slide, la majorité des sites de méthanisation, 400 sites, vous voyez, ce sont des effluents agricoles, donc des projets portés par des agriculteurs. On est sur des projets qui sont majoritairement des projets agricoles à destination des agriculteurs. En deuxième, vous avez la méthanisation des boues de stations d'épuration, où il y a 34 sites. Et tout ça permet de produire 7,7 TWh par an, ce qui correspond en gros à 2 millions de foyers alimentés par du biométhane. Et par contre, vu le développement à laquelle ça se lance, on a une perspective de 12 TWh en 2023. Voilà. Je vous ai prévu un dernier slide pour dire une fois que ce biométhane a été créé, qu'est-ce qu'on en fait alors? Effectivement, il peut servir dans tous les usages du gaz naturel, donc le chauffage, l'eau chaude bien sûr, éventuellement la cuisson, mais de plus en plus ce qu'on essaye de développer, c'est ce qu'on appelle le carburant bio-GNV, donc GNV comme gaz naturel véhicule, qui permet de remplacer le gazole, en particulier pour la traction des charges lourdes, donc dans les bus, dans les cars et dans les camions. Si vous utilisez du bio-GNV, bien sûr, vous diminuez l'impact en CO2, de votre transport. Et puis également, vous avez l'intérêt de ne pas avoir à la différence du diesel, il n'y a pas d'émission de particules fines, et on diminue d'environ 50% les NO2 qui sont rejetés dans l'atmosphère. Voilà ce que je voulais vous dire sur la méthanisation. Alors, je suis peut-être allé un peu vite, je ne sais pas, il y a peut-être des questions.
On peut prendre une ou deux questions. Ouais. S'il n'y en a pas, il y en a une ici. Oui. Ma question, c'est par rapport à l'agriculture en bio, en label bio. Et Oui. qui est assez importante sur le Vaucluse. Du coup, ça veut dire qu'il y a des filiales qui sont spécialement en AB pour que les déchets qui rentrent, les entrants, soient déjà en AB ou ça n'a pas forcément d'impact? Si, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ce qui sort est un digestat, donc c'est un digestat naturel. Par contre, c'est pas labellisé bio en tant que tel à l'heure actuelle. Mais ça pourrait devenir. Enfin, on pourrait avoir des méthaniseurs qui reçoivent que du bio et qui sortent du coup du labellisé bio. Alors, oui, ça pourrait être le cas, mais à ma connaissance, il y en a pas à l'heure actuelle qui soit labellisé bio. Merci, Monsieur Réchéniac. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Oui, une petite question, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Missour, vice-président de l'agglomération du Gard rhodanien. Une question sur le bio-GNV. Est-ce qu'il y a des possibilités de stockage? C'est-à-dire, est-ce que si j'ai des bus, je dois aller les alimenter à la source ou est-ce qu'on peut faire des espèces de stations-service qui sont un peu éloignées du site de production? Et est-ce qu'il y a un danger quelconque? On parle de l'hydrogène qui est très inflammable ou pas plus qu'une station-service au final? Alors, donc effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir une station-service qui livre du GNV et raccordée au réseau de GRDF. C'est l'intérêt du réseau de GRDF, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une production dans une commune et la consommation dans une commune d'à côté. Hein, c'est le biométhane, je dirais, il est injecté dans le réseau d'un côté et il est repris il est racheté par un client qui peut être effectivement une station de GNV dans un autre côté. Donc, c'est le réseau normal qu'on peut utiliser pour alimenter. Voilà, c'est le réseau normal et c'est le producteur, si vous voulez, c'est le lien entre le producteur et le consommateur qui certifie que le producteur a bien vendu du biométhane au consommateur. Puisque, mais par contre, d'un point de vue physique, c'est pas les mêmes molécules. Enfin, d'un point de vue physique, c'est pas les molécules, puisque la molécule, c'est du CH4, c'est la même. Donc, oui, que ce soit du biométhane ou du GNV, vous pouvez pas le différencier dans le. Oui, je comprends. Mais voilà, mais vous pouvez, d'un point donné, vous pouvez acheter du biométhane, effectivement, qui a été produit à l'autre bout de la France, hein, par exemple. D'accord, merci. Mais pour répondre à votre question, il faut effectivement une pompe GNV qui soit branchée sur le réseau du GRDF. Merci. Nous avons une question de Annie Rosenblatt qui a levé la main. Merci pour cette présentation. J'avais une question concernant effectivement le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que dans ces émissions, vous intégrez, parce qu'effectivement c'est très bien classé, est-ce que vous intégrez également les camions qui vont récupérer les déchets et voilà, ce qui est plutôt énergie grise, c'est-à-dire effectivement pas uniquement la production, mais les moyens qui doivent être mis en œuvre pour le produire. Oui, alors tout est intégré, hein, c'est l'analyse du cycle de vie. Hein. Tout est intégré effectivement dans ce calcul qui est fait par l'ADEME, hein, je le rappelle. Alors, en général, sur la partie camion, ce qu'il faut bien concevoir à l'heure actuelle, c'est que ces déchets, à l'heure actuelle, une grande partie sont collectés et sont traités, donc sont traités dans des usines de traitement, et donc font déjà, je dirais, du transport routier. Au contraire, lorsque vous mettez un méthaniseur, je dirais, territorial, donc à proximité de la production des déchets, vous réduisez en général le transport routier par rapport à la situation antérieure. C'est donc un des intérêts d'avoir ce genre d'installation, je dirais, localement, c'est que vous réduisez le transport de déchets. Merci. Autre question, c'est souvent
C'est souvent privé ou il y a beaucoup de manière générale, est-ce que ce sont des entreprises privées qui font les méthaniseurs ou est-ce que c'est plutôt les collectivités? Et ce sera ma dernière question. Merci. Oui, donc la majorité, on l'a vu, la majorité des installations sont pilotées par des agriculteurs, donc on va dire des privés, hein, bien sûr, qui se regroupent entre eux pour créer cette installation qui va leur permettre de traiter leurs déchets et d'avoir du digesta pour leur terre. Hein. Donc on l'a vu, c'est la majorité des installations. Ensuite, vous avez la méthanisation des stations d'épuration, où là, c'est plutôt piloté par les entreprises qui gèrent ces stations d'épuration. Et puis, vous avez des projets mixtes où on retrouve à la fois des collectivités locales et des privés qui vont s'associer, par exemple, dans une SEM, une société d'économie mixte ou d'autres structures. Et là, on a des projets mixtes, je dirais, collectivités territoriales et privées. Donc, on a un peu tous les styles après. Merci. On prend une dernière question de Gérald Missour et on passera donc à l'intervention de Mathieu Pomarel. Monsieur Missour. Oui, merci. Je reviens à la charge, si je peux me permettre. C'est sur l'hydrogène cette fois-ci, qui n'était pas dans la classification précédente au niveau des énergies renouvelables, sachant que l'hydrogène a beaucoup de couleurs différentes. Normalement, avec du CH4, on peut l'utiliser pour fabriquer de l'hydrogène, justement, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de, entre guillemets, de fouillé là-dessus au niveau national, maintenant qu'on développe davantage le biométhane? Est-ce qu'il y a une suite donnée vers l'hydrogène ou c'est encore à la marge? Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, la majorité de l'hydrogène est fabriquée avec du CH4, donc avec du gaz naturel. Oui. Hein, donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Et donc, pour avoir de l'hydrogène vert, vous avez surtout ce qui est prévu, c'est de partir avec de l'électricité verte et de craquer des molécules d'eau, hein, H2O, en faisant de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Donc, le CH4 n'est pas la piste privilégiée à ce jour. Alors, voilà, donc partir du biométhane pour faire de l'hydrogène, c'est pas la piste. Alors, on pourrait le penser, mais c'est pas la piste privilégiée parce que clairement, en termes de rendement, ça vous fait une opération supplémentaire. Il faut recraquer les molécules de CH4 pour refaire de l'hydrogène. C'est vrai que c'est pas la piste privilégiée pour l'hydrogène. La piste privilégiée, c'est vraiment le craquage des molécules d'eau, hein, l'hydrolyse de l'eau. Merci. Une dernière question de Béatrice Oison. Combien coûte une installation de méthanisation? Alors ça dépend, hein, ça dépend, mais je dirais qu'une installation de méthanisation agricole, le type qu'on voit le plus souvent, c'est entre 6 et 8 millions d'euros. Voilà. Je crois que M. Pomarel nous a rejoint autrement. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour Monsieur Pomarel. Bonjour. Oui, on vous laisse la parole pour un peu moins de 10 minutes. Oui. Voilà, et peut-être que vous pourrez, au cours de votre présentation, répondre à la deuxième question de Béatrice Oison, qui est en fait quelle quantité il faut de biodéchets par jour pour faire fonctionner un méthaniseur. Oui, tout à fait. Et puis le problème du bio aussi, je m'y suis penché dessus, donc j'ai des réponses précises là-dessus. D'accord. Allez-y, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc moi, c'est Mathieu Pomarel. Donc, on est associés à trois avec mon père et mon oncle. Et on a donc monté l'unité de méthanisation donc au niveau familial. On est exploitant agricole à la base depuis
plusieurs générations. Et voilà, donc l'idée, ça a été, nous, il y a à peu près une quinzaine d'années, de valoriser nos effluents d'élevage. On avait un élevage de porc sur paille pour voilà, pour en faire du méthane, faire un revenu supplémentaire sur l'exploitation, voilà, diminuer les rejets de méthane dans l'air. Et puis petit à petit, notre projet, il s'est orienté vers un projet plus territorial. On a à l'époque démarché les entreprises agroalimentaires comme Charles et Alice, Andros, des laiteries du coin, les entreprises céréalières, les entreprises de distillation, donc avec les plantes aromatiques. Et donc, on a décidé de partir plus sur une méthanisation territoriale. Et donc, c'est vrai que nous, on est un petit peu exceptionnel là-dessus. On est agriculteurs, mais on traite plus du déchet agroalimentaire sur notre unité de méthanisation. Voilà, moi je considère qu'il y a une bonne rentabilité là-dessus puisque les entreprises ont un gain à traiter leurs déchets en local, à décarboner tout ça et puis à éviter effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, du transport pour traiter du déchet en local. Nous, Charles et Alice, c'est à 10 km, Andros à 15 km. Voilà, donc ça évite que le déchet parte à plusieurs centaines de kilomètres parfois pour être traité. Donc nous, on met chaque année un peu moins de 14 000 tonnes de déchets liquides plus solides pour produire voilà, 100 normomètres cubes de puissance de notre unité. Ça fait l'équivalent d'un 400 kW si on faisait une injection électrique. On peut faire tourner à peu près 30 bus 24 heures sur 24 constamment. Voilà, c'est à peu près la production que nous, on a. Et donc, on est en injection sur la ville de Cré. Donc, il y a 6 km. On a créé un réseau de gaz de 6 km qui va donc alimenter cette ville pour la rendre largement donc autonome sur tous les mois d'été. Et donc, on est voilà, sur un 20% à peu près l'hiver. Et l'idée à terme, c'est de monter légèrement en puissance, mais nous, notre unité, elle ne montera pas de beaucoup. Et puis surtout, l'été, nous, on est un peu limité en injection parce que la ville ne consomme pas assez. Donc, on va créer une station de bio-GNV sur la ville de Cré. Donc, en ce moment, on est en train de pas mal mailler le pays. Il y en a sur Valence qui se font, sur Montélimar. Et donc, assez rapidement, on pourra sur tout le territoire avoir accès à des stations de biogaz et on pourra rapidement rouler au bio-GNV. Voilà, donc après donc, la méthanisation, nous, ça nous permet des bonnes retombées économiques sur l'exploitation agricole. Donc, nous, c'est deux sociétés différentes. Malgré tout, la méthanisation, c'est quand même aussi toute la partie épandage et donc valorisation du digestat, qui est vraiment une activité agricole. Donc, nous, ça nous a permis d'énormément diminuer nos amendements en engrais, donc surtout en azote, sachant qu'en plus, aujourd'hui, l'azote a pris x4. Donc, ça a encore plus d'intérêt pour nous et d'autres agriculteurs. On a un plan d'épandage sur 450 hectares avec de l'azote qui est directement libéré, donc qui est minéralisé et qu'on peut même faire en apport sur les cultures, sur les premiers apports sur les cultures de blé et des choses comme ça. Donc, ça a un réel intérêt. C'est réellement considéré comme un engrais. Et ça peut être aussi donc un engrais de fond puisqu'il y a aussi tout ce qui est potasse, acide phosphorique et de l'engrais de l'azote qui sera libérable aussi dans le temps. Donc, c'est vraiment un super produit au niveau agricole qui aujourd'hui est de plus en plus convoité. Et donc, tout à l'heure, j'entendais la question du bio. C'est vrai que c'est très, très flou aujourd'hui en France. Moi, il y a deux organismes que j'ai interrogés. Donc, il y a EcoCert qui, eux, proposent une certification un peu moins de 1 000 € par an. Et donc, ils vont étudier tous les produits qu'on rentre dans le digesteur et qui vont, à partir de là, définir et donner une certification. Et donc, là, il n'y a aucun souci derrière. Et moi, j'ai Veritas, donc, qui certifie moi une partie de mes parcelles en bio, qui a fini par me donner une réponse. Donc, il n'y a pas de certification obligée pour mettre du digestat en bio. Il y en a déjà qui le font en Ardèche, Agritexia. Déjà, il y a 14 agriculteurs à peu près qui sont associés, qui travaillent normalement sur l'épandage en bio. Donc, c'était le cas il y a 2-3 ans. Je ne sais pas s'ils sont toujours là-dessus. Je pense que oui. C'est pas très compliqué finalement de faire du bio en méthanisation. On a une catégorie de famille qu'on peut rentrer. En gros, tout ce qui n'est pas produit transformé, donc produit cuisiné, et donc tout ce qui va découler de l'hygiénisation, des produits carnés ou des choses comme ça, le digestat peut passer en bio. Donc après, voilà, il faut faire attention sur les process, les boues, les eaux de rinçage, les graisses, les choses comme ça. Voilà, être sûr que les produits soient sains. Pour l'instant, c'est pas très très cadré, mais globalement, voilà, le cadre se trouve à ce niveau-là, et donc c'est largement possible aujourd'hui, en faisant un peu attention, de dépendre notre digestat en bio. Nous, c'était le cas à un moment, on allait s'y mettre. Aujourd'hui, le bio, il flanche un peu plus parce que le conventionnel, les prix du conventionnel rattrapent les prix du bio, sachant que bien sûr, au niveau de
la culture, ça coûte bien plus cher de produire en bio. Donc, nous, on a bloqué notre conversion en bio et on attend de voir un petit peu comment ça va se passer parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà. Après, je ne sais pas si au niveau de la méthanisation, il faut que j'aille m'attarder sur le process et le fonctionnement total de la méthanisation et du site. Si quelqu'un peut me dire sur quoi il vaut mieux que je développe maintenant, comme j'ai pas énormément de temps. Oui, peut-être. Non, merci, c'était très clair. Peut-être que s'il y a 2 ou 3 questions, on les prendra. Là, nous, on en a une, c'est est-ce que vous pouvez peut-être être un peu plus précis sur le réseau? Vous avez parlé de 6 km, comment ça fonctionne? Quel est le bon maillage en fait de la mise en place d'un réseau et le bon maillage de rayonnement en fait d'air de chalandise, on va dire, d'un méthaniseur? Ben, nous, de toute manière, et puis ça paraît logique, le local coûte automatiquement moins cher, d'autant avec le prix de l'énergie aujourd'hui. Donc, au plus, on peut aller chercher notre déchet pas loin et au mieux, c'est rentable pour nous. Donc, ben, moi, comme j'ai cité, hein, j'ai Charles et Alice à 6 km, j'ai Andros à 15 km, j'ai Eurial à Cré à 6 km. Après, à 20 km, j'ai donc toute mon entreprise, ma coopérative semencière, donc avec tout ce qui est spade de maïs. J'ai les déchets de lavande de Rabarome à Oust, donc à 7 ou 8 km. Donc moi, j'ai 95% de mes déchets qui sont dans un rayon de moins de 15 km. Sachant qu'on a aussi du lisier, donc qui vient de 2 km, d'un voisin à 2 km. On en a un autre qui vient d'un voisin à 10 km. Après, le lisier, ça se transporte quand même assez facilement, donc c'est des semis de 30 mètres cubes. Voilà, donc on peut se permettre d'aller le chercher, disons, jusqu'à 20 km maximum. Après, il y a quelques rares déchets parce que il n'y a pas beaucoup de sites de traitement dans le sud. Des fois, on est appelé pour traiter, par exemple, des épices qui viennent d'Avignon, sachant que c'est l'industriel qui paye assez cher parce qu'il n'a pas de système autour d'Avignon pour méthaniser les déchets et puis que les autres filiales de retraitement sont plus onéreuses que la méthanisation, même en déduisant du transport. Donc, c'est là qu'on va trouver les 5%. Il m'est arrivé aussi rarement d'avoir des cargaisons de bananes. Ils ne savaient pas qu'en faire au niveau de Cavaillon et donc de recevoir quelques bananes. Mais voilà, ça reste de l'exceptionnel. C'est des produits qui sont payés très cher, qui coûtent très cher aux industriels parce que moi, je me fais payer cher là-dessus et en plus, ils ont du transport. Donc voilà. Mais globalement, le but, nous, ça a été de démarcher absolument toutes les entreprises agroalimentaires du coin. Sur certaines, on a passé des contrats. Voilà, donc des contrats de 3 à 8 ans. On a même des petites coopératives. Il y a une chose sur laquelle, pour l'instant, moi, je me suis pas encore beaucoup penché parce que c'est très compliqué, c'est la collecte de biodéchets. En sachant qu'on a une unité d'hygiénisation qui est d'ailleurs en train de se finaliser en bas, que j'ai pris en sécurité. Et dès que, bon, au niveau des intrants, ça risque de se compliquer un petit peu, l'idée, ça sera de traiter le biodéchet local et donc, de toute manière, de rester local. Merci beaucoup pour cette réponse. Une question d'urbaniste. En moyenne, une installation nécessite quelle surface de foncier d'Ingrid Board? Ah bah alors là, nous, on est vraiment sur un minimum, mais on est sur 1 hectare, sachant qu'on est très, très concentré. Voilà, 1 hectare en comptant les aires d'ensilage pour les réceptions de produits solides, les aires de circulation, le pont bascule, les bâtiments techniques, digesteurs, stockage, les zones, voilà, on a des zones ATEX, on a le local GRDF, le poste injection, on a le local épuration, les zones torchères, voilà. On est sur un petit 10 000 mètres carrés, mais là, il faut tout. Merci beaucoup. Y a-t-il encore des questions écrites ou à l'oral? Merci pour cette intervention. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Je vous propose de passer à la troisième. Alors, avec une autre expérience, celle du Grand Avignon, parmi les 4 expériences là, que nous présentait M. Richignac, voilà, celle d'une collectivité qui a mis en place une unité de méthanisation au Grand Avignon, donc sur le site de Courtine, avec Jérôme Gilly. Jérôme, je te laisse prendre la main. Tu l'as? Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous voyez le diaporama. On voit et on t'entend. Super. Bonjour à tous.
Je vais effectivement faire très vite du coup, puisque je vois que l'échéance approche. On va vous parler, donc Sébastien Feutry et moi, du On sera un peu projet. en retard, Jérôme, hein, t'inquiète pas, prends Ouais, quand même le temps qu'il faut. ça va alors. Merci. Donc du projet de la réalisation d'usines de méthanisation qui a été portée par le Grand Avignon et son exploitant Veolia sur le site de la station d'épuration d'Avignon. Hop. Ouais, c'est bon. Juste en quelques chiffres, effectivement, le service de l'assainissement du Grand Avignon sont 196 000 personnes, il y a un réseau d'à peu près 1000 km. Et au niveau des stations d'épuration, un volume d'eau usée traitée de l'ordre de 30 millions de mètres cubes par an et un tonnage de boue produite donc de 2670 en matière sèche par an. Effectivement, le dossier méthanisation à l'agglo est exclusivement tourné vers les boues des stations d'épuration, comme le disait tout à l'heure M. Bréchignac. C'est une des solutions pour produire du biogaz. Le patrimoine station d'épuration du Grand Avignon, on a une dizaine de stations sur tout le territoire. Celle d'Avignon qui est concernée par ce projet a la particularité d'être la plus grande du territoire. Elle a une capacité de 177 000 équivalents habitants. Et la particularité également de traiter les eaux usées de 4 communes de l'agglo, donc Avignon, commune sur laquelle elle se trouve, la commune du Pontet, qui est raccordée historiquement dessus, et depuis 2007, les communes de Villeneuve-les-Avignon et les Angles. Donc, c'est vraiment la station d'épuration la plus importante et la plus centrale de l'agglomération. Donc, celle qui produit le plus de boue, qui permettent effectivement de produire ce biogaz et, de manière très simple, puisque les boues sont produites sur le site de la station et l'usine de méthanisation a été réalisée sur ce même site. Sur l'aspect contractuel, ce sont des travaux qui ont été confiés dans un îlot concessif dans le cadre du contrat de délégation de service public attribué à Veolia en 2018, contrat qui a débuté début 2019 pour une durée de 10 ans. Donc, on a confié les études et les travaux à l'exploitant. À la fin de cette DSP, donc de 10 ans, les ouvrages seront remis au Grand Avignon. Et le coût de l'opération, tout à l'heure, vous demandiez effectivement des ordres de grandeur sur ce type de production. On est autour de 8 200 000 € hors taxes, avec des subventions reçues par l'Agence de l'eau, la région, l'ADEME. Je crois qu'on est autour de 39% d'aide sur ce type d'opération à cette époque. Donc un projet finalement qui a débuté il y a maintenant quelques années et qui trouve vraiment tout son sens aujourd'hui dans une crise énergétique et la flambée des coûts de l'énergie et les engagements environnementaux pris par le Grand Avignon. Le fonctionnement, je vais passer très vite parce que vous l'avez évoqué, notamment M. Bréchignac. On récupère les eaux usées des 4 communes, elles arrivent sur la station d'épuration. Les eaux traitées repartent dans le milieu naturel, donc en l'occurrence le Rhône pour celle d'Avignon. Et ensuite, les boues qui sont épaissies sur le site de la station d'épuration, c'est à partir de là, effectivement, qu'on a procédé à des modifications sur l'ouvrage en ajoutant l'usine de méthanisation. Ces boues sont ensuite dirigées vers le digesteur et afin de produire le gaz qui ensuite est filtré, comme vous l'avez dit, M. Bréchignac, tout à l'heure, et ensuite avec un système de filtration pour retirer tous les déchets et d'odorisation avant d'être réinjecté dans le réseau de GRDF. Le choix de réinjection s'est fait aussi sur ce projet-là, dans la mesure où on est sur une station d'épuration qui, alors je n'ai pas le linéaire en tête, qui n'était pas très loin du réseau GRDF, donc il y a une petite extension de réseau à réaliser. Et en fait, aujourd'hui, certaines collectivités font le choix, effectivement, à partir de ce biogaz, d'alimenter des véhicules. Aujourd'hui, notre flotte n'est pas équipée. Le site n'est pas forcément situé à un emplacement qui serait facile pour réaliser ce type d'alimentation, mais dans l'avenir, à l'issue de la convention de revente et d'injection de réseau, ce sont des hypothèses sur lesquelles on peut continuer à travailler et revoir. C'est
un cercle assez vertueux parce qu'effectivement, les eaux usées qui vont produire ces boues, donc qui vont produire du biogaz, finalement, sont réinjectées dans le réseau urbain pour être en partie réutilisées via du gaz vert sur le même territoire. Donc, c'est toujours très intéressant. Autre élément important, c'est que pour la partie digestion, on doit maintenir la température de l'ordre de 40 degrés. Et on a installé, alors ce sont des choses effectivement qui passent du coup de manière un peu plus discrète puisqu'on parle plutôt de biogaz, mais on a mis en œuvre un dispositif pour récupérer la chaleur des eaux usées afin de maintenir la température dans le digesteur. Donc en fait, on a également un dispositif d'échangeur qui permet d'utiliser l'énergie, enfin la chaleur des boues, la chaleur des eaux usées, afin de limiter la consommation en énergie électrique pour produire le gaz. Quelques éléments de planning. Donc, comme je vous l'ai dit, contrat qui a débuté début 2019, un arrêté préfectoral à l'été 2020. 2020 sont toujours des années un peu compliquées. Ça a été quand même une année un peu compliquée pour lancer l'opération, mais elle a pu débuter dès le mois d'août. Une mise en shop fin 2021 et donc un fonctionnement au cours de l'année 2022 depuis le 1er avril avec l'injection dans le réseau GRDF. Ça correspond à peu près au chauffage de 1600 logements. Alors aujourd'hui, on attend beaucoup de voir sur une année pleine la capacité, le fonctionnement et la quantité de gaz produite, mais c'est l'ordre de grandeur. On travaille également, tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait une dizaine de stations d'épuration. Aujourd'hui, le projet est de pouvoir mener les bouts des autres stations d'épuration pour produire plus de gaz. Donc ça nécessite un dossier ICPE qui est en cours d'instruction auprès des services de l'Adréal. L'idée étant effectivement de bénéficier de cette installation, de la mutualiser sur le territoire du Grand Avignon. Chose qui ne figure pas dans la présentation, mais enfin, on le verra tout à l'heure, on a un petit film assez pédagogique. La production de ces boues permet de diminuer de 30 à 40% la quantité de boue à évacuer du site. Donc tout à l'heure, la question a été posée effectivement du bilan CO2 avec les transports. Aujourd'hui, cette production de gaz permet de diminuer de manière conséquente les quantités de boue à évacuer, donc quantité de boue, donc moins de transport. Et les boues continuent de partir dans des filières agréées de compostage comme c'était le cas auparavant. Voilà une image, une photo de ce qui est réalisé, donc le digesteur, la torchère, le gazomètre. Et vous le verrez plus en détail sur un petit film que je vous propose de voir ensemble et ensuite de pouvoir répondre à vos questions. Donc je vais essayer de partager. Tac, tac, tac. J'ai raté une étape. Partager l'écran. Vous voyez le film? Oui. Le son. Traitant les eaux usées des communes d'Avignon, du Pontet, de Villeneuve-les-Avignon et des Angles, la station d'épuration des eaux de Courtine produit chaque année 13 000 tonnes de déchets résiduels appelés boue. Fruit de la collaboration entre la communauté d'agglomération du Grand Avignon et Veolia, la nouvelle unité de méthanisation a pour objet d'optimiser et de valoriser ces boues en les transformant en biométhane, une énergie naturelle, locale et renouvelable. Une première dans le département, qui représente un investissement de 8,2 millions d'euros et bénéficie du soutien de la région Sud, de l'ADEME et de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Comment cela fonctionne-t-il? Les boues sont stockées environ 25 jours dans un ouvrage appelé digesteur, au cours desquels elles perdent 40% de leur volume. C'est au cours de ce processus de digestion naturelle que les bactéries produisent du biogaz. Afin de réduire au maximum sa consommation d'énergie, la station met en œuvre une technologie de pompe à chaleur particulièrement performante qui récupère les calories issues des bassins d'eau usés
pour produire sur place une partie de l'énergie nécessaire au chauffage du digesteur, réduisant d'autant sa consommation en énergie fossile. À la sortie du digesteur, le biogaz est d'abord stocké dans un ouvrage nommé gazomètre, avant d'être épuré pour éliminer les autres gaz résiduels et les impuretés. Le biogaz devient alors biométhane. Il a les mêmes propriétés que le gaz naturel et est prêt à être injecté dans le réseau par GRDF pour être utilisé par les usagers. Une production de 5400 MWh de biométhane par an, permettant d'alimenter quelques 1300 foyers en gaz vert. Dans un contexte de raréfaction des ressources fossiles et d'augmentation du coût de l'énergie, l'unité de méthanisation de Courtine permet de produire de l'énergie localement, dans une boucle d'économie circulaire vertueuse, au bénéfice de notre planète, du territoire du Grand Avignon et de ses habitants. Voilà pour ce qui est de la présentation. Merci Jérôme. Y a-t-il des questions sur cette expérience, sur la présentation de Jérôme Julie? Bon, c'est vrai que ça a été clair. Voilà, après, oui, moi je me pose des questions sur le seuil, le niveau de taille de station d'épuration qu'il faut avoir pour que ça fonctionne réellement et voilà, parce que celle de Courtine est quand même assez conséquente. J'ai pas de seuil minimum. Je sais que d'autres collectivités dans le département travaillent sur ce sujet afin de la même manière, tout comme ça a été présenté tout à l'heure pour l'expérience de M. Pomarel sur du regroupement. Même si une station n'est peut-être pas suffisante toute seule, il y a sans doute des regroupements de stations moyennes qui permettent de créer ce type d'équipement. Alors peut-être M. Bréchignac aura des éléments sur la centaine de sites qui existent. Ensuite, au tout début du projet, on avait réfléchi pour pouvoir accepter sur ce site des déchets, des matières issues de l'agroalimentaire local qui est très forte sur le territoire du Grand Avignon. La réglementation a fait que ça rendait les choses trop compliquées et trop difficiles à réaliser. C'est pour ça qu'on s'est exclusivement tourné vers les bouts des stations. Mais il y a forcément aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une évolution dans ce type d'équipement et l'intérêt de plus en plus fort, y compris sur des stations de taille moyenne, je pense. Monsieur Réchignac? Oui, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, l'intérêt pour le gestionnaire de la station d'épuration, c'est surtout la diminution, les diminutions des boues et donc le coût de traitement de ces boues qui va derrière. Donc, je dirais que c'est une équation économique entre la vente du gaz et le gain sur le traitement des boues. Il y a des réalisations qui ont été faites aux alentours de 30 000 équivalents habitants. Donc, je suppose que la collectivité et l'industriel qui traitait les boues y trouvait son intérêt. Mais voilà, c'est une équation économique à chaque fois, quoi. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, on peut regrouper plusieurs stations d'épuration en amenant les bouts de plusieurs stations d'épuration pour les traiter en un seul site pour trouver effectivement le point économique de traitement des bouts, quoi. Une question de Mathilde Trévaux ici. J'ai une question par rapport au coût, parce que du coup, ça retourne dans le réseau GRDF, donc c'est vendu au prix, c'est indexé sur le gaz, j'imagine, le coût du gaz qu'on sort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le réduire parce qu'il est local et du coup, que les habitants proches d'un méthaniseur puissent bénéficier d'un gaz à moindre coût? Est-ce que c'est possible, un montage comme ça ou pas du tout? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'achat est fixé par l'État. Donc,
dans le cadre d'encouragement des énergies renouvelables, hein, c'est la même chose pour l'électricité photovoltaïque, etc. C'est un prix d'achat qui est fixé par l'État, qui est aux alentours à l'heure actuelle de 100 € le mégawattheure, quoi. Et donc ce prix est fixe, quoi. Monsieur Pomarel, vous aviez une question liée à la surface? Oui, oui, vous n'avez pas trop parlé de l'épandage des digestats. Oui, c'était pour savoir la surface d'épandage et comment vous réalisiez l'épandage du digestat. Aujourd'hui, en fait, les boues, tout ce qui est extrait de la station d'épuration repart dans des filières de compostage. On n'a pas d'épandage direct des produits issus de la station. Donc, on le gère de cette manière. Donc, filière d'épandage dans des centres de compost agréés par l'agence de l'eau pour les boues. D'accord, mais alors du coup, sur ce coup-là, théoriquement, si vous compostez vos boues, vous êtes susceptible de pouvoir les épandre en bio. Pardon, j'ai pas entendu. Une fois composté. Oui, je dis, le digestat, une fois composté, quoi qu'on y mette dedans, il est épandable en bio. Du coup, vous pouvez épandre vos boues, donc votre digestat en bio. Oui, sans doute. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la filière sécurisée et privilégiée pour toute extraction boue, ça part sur du compost. Mais j'entends bien. Non, c'est pas ce compost n'est pas épandu en bio, vous ne croyez pas? Derrière l'utilisation du compost, je sais pas, je me renseignerai. Je n'ai pas, j'ai pas l'info. Je sais pas, Sébastien, si tu l'as en tête. Sur les boues de station urbaine, je le certifie pas, mais théoriquement, moi, les réponses que j'ai, c'est qu'à partir du moment où le digestat est composté, quoi qu'on y mette dedans, donc que ce soit des boues de station urbaine ou pas, le compost ensuite peut être utilisé en agriculture biologique. D'accord. Une question de Laetitia Benmusia. Laetitia, est-ce que tu souhaites la poser? Non. Alors, je la pose à ta place. Est-ce que elle s'adresse plutôt à M. Réchignac sur est-ce que vous avez la connaissance de futurs projets de méthanisation dans le département de Vaucluse ou à proximité qui permettent de répondre à l'obligation sur les biodéchets? Donc, je précise que Laetitia Benmusia est la directrice du mine d'Avignon. Donc, voilà, il y a peut-être un lien. Oui, effectivement, il y a des projets, je dirais, sur le département du Vaucluse, hein, donc de méthaniseurs, donc certains portés par des collectivités territoriales, d'autres portés par des porteurs de projets privés, voilà, oui, qui sont donc à des phases différentes, soit d'études, soit déjà d'études un peu plus approfondies. Mais effectivement, il y a plusieurs projets sur le département. À l'heure actuelle, c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux réalisations, hein, donc au-delà de la station d'épuration de Courtine, il y a l'industriel Apt-Union sur la commune d'Apt, qui lui aussi méthanise l'ensemble de ses déchets, réinjecte donc du biométhane sur le réseau GRDF d'Apt. Voilà, donc il y a deux réalisations déjà sur le département. Merci. On voit bien que là, l'enjeu, c'est aussi de la connaissance partagée, comme on le disait en introduction, sur ces questions-là, de l'articulation, évidemment de la coopération et de la réflexion aux bonnes échelles. Voilà, peut-être pour terminer, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, nous, l'ORAB, agence d'urbanisme, outil un peu partenarial et privilégié sur les questions d'aménagement du territoire, avec nos membres, on s'intéresse beaucoup sur les questions de foncier, ça a été posé, évidemment, puis de bon maillage de ces outils de méthanisation. Et donc, peut-être que c'est à travers les schémas de cohérence territoriaux qu'on pourra aborder avec l'ensemble des partenaires, qu'on pourra aborder de façon pertinente un peu ces questions, quoi. Les SCOT qui sont à la bonne échelle, parce que donc, si j'ai bien compris, il faut quand même éviter que le plus possible que des projets soient
quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres d'entre eux, et essayer de trouver avec, en libérant le plus facilement le foncier, le bon maillage, quoi. Donc c'est pour ça que c'est aussi de plus éminemment un sujet d'urbanisme et d'aménagement du territoire. S'il n'y a pas de questions, je vous propose il est 10h03, voilà, on avait prévu 9h45, mais c'est très bien qu'on puisse continuer à échanger. Je vous propose d'arrêter ce réveil de l'ORAV. Je vous dis merci. Merci à M. Réchignac, directeur départemental de GRDF, M. Pomarel, donc agriculteur méthaniseur, et Jérôme Gilly, directeur général des services à Avignon, adjoint, pardon, des services techniques au Grand Avignon. Merci beaucoup. Et le prochain réveil de l'ORAV, le sujet n'a pas été encore fixé, mais il aura lieu soit fin janvier, soit début février. Merci.